Nous allons nous intéresser dans ce chapitre à la synthèse en chimie organique et nous attacher à décrire à l'échelle microscopique ce qu'est une synthèse organique et voir dans un second temps différentes stratégies à mettre en place lors d'une synthèse organique. Nous allons voir ici quelques exemples de synthèse organique afin d'en donner une description générale. Premier exemple, les transformations dans une raffinerie, où on s'attache à traiter les composés du pétrole qui sont un mélange d'hydrocarbures comme l'hexane, qui peut subir des opérations de craquage, c'est-à-dire passer d'une longue chaîne linéaire à des petites molécules. Ou bien en présence d'eau, le craquage permet d'obtenir des petites molécules d'alcène. Mais l'hexane peut également subir des opérations de reformage comme des opérations de ramification ou bien de cyclisation. On voit à travers cet exemple qu'une synthèse organique peut être une modification de la chaîne carbonée. Mais dans le cas de la synthèse de l'aspirine est obtenue à partir d'un dérivé qu'on appelle l'acide salicylique, et bien on observe que la chaîne carbonée est conservée. Par contre, on observe que le groupe hydroxyle présent dans l'acide salicylique est transformé au cours de cette synthèse en un autre groupe caractéristique qui est ici le groupe ester. Une synthèse organique peut donc être aussi une modification des groupes caractéristiques. On a l'habitude de classer les transformations organiques en trois grandes catégories de réactions selon la modification du point de vue de la molécule d'intérêt. Dans ce premier exemple, la molécule d'intérêt est l'unique réactif qui, au cours de cette transformation, donne cette molécule. Et on voit que dans cette transformation, il y a uniquement départ d'atomes sous forme d'une molécule d'eau. Une telle réaction est donc appelée une élimination. Et on remarque qu'une élimination d'atomes dans cette molécule entraîne l'apparition d'une liaison double. Dans ce deuxième exemple, la molécule d'intérêt est celle-ci, puisqu'elle donne celle-ci au cours de cette transformation. Et bien, au cours de cette transformation, on observe qu'il y a, du point de vue de cette molécule, uniquement arrivée d'atomes, que sont l'hydrogène et le chlore. Une telle réaction est donc appelée addition. Et on voit qu'une addition n'est possible, ici addition de l'atome d'hydrogène et de chlore sur cette molécule. Cette addition n'est possible que par l'existence d'une liaison double. Et enfin, la troisième catégorie de réaction, la molécule d'intérêt est le para-aminophénol qui donne le paracétamol. On reconnaît assez facilement les molécules d'intérêt parce qu'elles ont des structures assez proches. Et on voit que au cours de cette transformation, du point de vue du para-aminophénol, un atome d'hydrogène a été remplacé par ce groupe de l'anhydride éthanoïque. Il y a donc eu arrivée d'atomes et départ d'atomes en même temps. Des atomes ont été remplacés par d'autres, ce que l'on appelle une substitution. Nous allons nous intéresser dans toute la suite à décrire une transformation organique à l'échelle microscopique. Reprenons l'exemple de la synthèse du paracétamol à partir du para-aminophénol. On rappelle que cette transformation organique est une substitution d'un des atomes d'hydrogène du groupe amino du para-aminophénol par ce groupe d'atomes de l'anhydride éthanoïque. Et bien, je trouve que cette synthèse, comme la plupart des synthèses, ne se font pas en une seule étape, mais sont en fait une succession d'étapes élémentaires. Et l'ensemble de ces étapes élémentaires est appelé un mécanisme réactionnel. Et il se trouve que le mécanisme réactionnel de la synthèse du paracétamol se déroule en trois étapes. Au cours de la première étape, les deux réactifs que sont le para-aminophénol et l'anhydride éthanoïque réagissent pour donner cet intermédiaire réactionnel. Au cours de la deuxième étape, cet intermédiaire réactionnel va donner l'ion éthanoate et un autre intermédiaire réactionnel. Et au cours de la troisième étape, l'ion éthanoate et cet intermédiaire réactionnel vont réagir à nouveau pour donner
le paracétamol et un deuxième produit qui ne nous intéresse pas ici, qui est l'acide éthanoïque. Une petite remarque, on peut nommer chacune des étapes selon les trois grandes catégories de réactions que nous avons vues précédemment. Du point de vue du para-aminophénol, nous observons qu'il y a eu uniquement arrivée d'atomes en provenance de l'anhydride éthanoïque. Cette étape peut donc être qualifiée d'addition. Au cours de la deuxième étape, cet intermédiaire réactionnel subit uniquement un départ d'atomes sous forme d'ion éthanoate. On peut parler d'élimination. Et au cours de la troisième étape, si je me place du point de vue de cet intermédiaire réactionnel et que l'on compare sa structure avec celle du paracétamol, la molécule d'intérêt, eh bien, on voit qu'il y a eu uniquement départ d'un atome d'hydrogène qui a été capté par l'ion éthanoate. Donc, du point de vue de cet intermédiaire et du paracétamol, qui sont les molécules d'intérêt ici, on peut parler d'élimination. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe concrètement au niveau d'une étape élémentaire. Reprenons la première étape du mécanisme de synthèse du paracétamol. Observons ce qui s'est passé au cours de cette étape. Eh bien, on voit qu'il y a eu formation de la liaison entre l'atome d'azote et ici l'atome de carbone de l'anhydride éthanoïque. Cette liaison qui s'est formée vient manifestement du doublet non liant de l'atome d'azote qui s'est donc ouvert et qui a permis cette liaison vers l'atome de carbone. Et dans le même temps, nous observons qu'il y a eu apparition d'un doublet non liant supplémentaire sur l'atome d'oxygène ici. Ce doublet non liant vient manifestement d'un doublet liant ici, de la double liaison, qui s'est rabattu sur l'atome d'oxygène. Ces mouvements d'électrons peuvent être symbolisés par ces deux flèches ici en rouge, qui indiquent qu'il y a eu ouverture de ce doublet non liant de l'azote vers l'atome de carbone, et cette flèche ici indique qu'il y a eu mouvement de ce doublet liant vers l'atome d'oxygène, doublet liant qui est devenu un doublet non liant. Il y a donc au cours de cette étape élémentaire rupture et formation de liaison due à des mouvements de doublets d'électrons liants ou non liants depuis un site donneur d'électrons. Ici, le site donneur d'électrons peut être un doublet non liant ou bien une double liaison vers un site accepteur d'électrons. Ici, le carbone qui est ici est un site accepteur d'électrons, accepteur du doublet d'électrons en provenance de l'atome d'azote, et ici l'oxygène est aussi un site accepteur d'électrons. Et ces mouvements d'électrons sont donc représentés par une flèche rouge, et on remarque que ces flèches partent toujours d'un doublet et non d'un atome vers un atome. La conséquence de ces mouvements de doublet, c'est l'apparition de charges sur les atomes concernés. L'atome d'azote, ici, avait ce doublet non liant en propre. Or, au cours de cette étape, il partage ce doublet non liant avec l'atome de carbone. Il a donc perdu, au cours de cette étape, un électron, puisqu'il est obligé de le partager avec l'atome de carbone, ce qui se traduit par une charge plus au niveau de l'atome d'azote. L'atome d'oxygène ici gagne un électron supplémentaire parce que les deux électrons que constitue ce doublet liant, qui était partagé entre l'oxygène et le carbone, eh bien, lui reviennent en propre. Donc il gagne un électron dans l'affaire, ce que traduit cette charge négative. Les structures à gauche de la flèche étaient électriquement neutres. On remarque que la structure à droite de la flèche reste électriquement neutre. Les charges internes à cet intermédiaire réactionnel se compensent. Il y a bien conservation des charges électriques au cours de l'étape élémentaire comme au cours de toute transformation. Première question, comment identifier un site donneur d'électrons? Eh bien, un site donneur d'électrons pourra être soit un doublet non liant ou bien un doublet liant disponible, comme par exemple le doublet liant d'une double liaison.
Comment identifier cette fois-ci un site accepteur d'électrons, de doublés d'électrons, comme ici l'atome de carbone? Eh bien, pour répondre à la question, il faut étudier l'électronégativité des éléments chimiques concernés. Le fluor est l'élément chimique le plus électronégatif dans cette échelle d'électronégativité. Prenons l'exemple d'une liaison entre deux atomes A et B, A étant l'atome le moins électronégatif et B l'atome le plus électronégatif. L'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire qui a la plus forte électronégativité, eh bien c'est l'atome qui va attirer plus à lui les électrons de la liaison, si bien qu'il va apparaître au niveau de il va y avoir une polarisation de la liaison et apparaître ici une charge partielle notée delta-. De fait, de ce côté-ci, il y a un déficit d'électrons, ce qui se traduit par l'apparition d'une charge partielle delta+. Et l'on voit tout de suite le site accepteur d'un doublet d'électrons qui est chargé négativement. Cette charge négative, qui est le doublet d'électrons, sera donc attirée par le site qui présente une charge partielle positive. Donc dans cet exemple, c'est l'atome A qui va recevoir le doublet d'électrons. Si on reprend l'exemple de la première étape ici, la liaison carbone-oxygène va être polarisée. Effectivement, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone, d'après le tableau. Il apparaît donc une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge positive sur le carbone. C'est pour cette raison que le doublet d'électrons s'ouvre vers le carbone, qui est ici, qui est un site accepteur de doublet d'électrons. Reprenons maintenant le mécanisme réactionnel de la synthèse du paracétamol pour y rajouter toutes les flèches courbes qui indiquent les mouvements de doublet d'électrons. On remarque qu'il suffit finalement de comparer les structures réactives avec les structures produites pour savoir dans quel sens sont effectués les mouvements de doublet d'électrons. Au cours de la première étape, comme nous l'avons dit, c'est ce doublet non liant sur l'atome d'azote qui s'ouvre vers l'atome de carbone, dont on sait maintenant qu'il est un site accepteur d'électrons, et dans le même temps, ce doublet non liant devient un doublet non liant de l'atome d'oxygène. L'oxygène gagne un électron en plus, il se retrouve avec une charge négative. L'atome d'azote ayant partagé un des deux électrons qui lui étaient propres, perd dans l'affaire un électron et se retrouve donc avec une charge positive. Dans la deuxième étape, si nous comparons le membre de gauche et le membre de droite, nous voyons qu'il y a eu déjà départ de l'ion éthanoate que nous devinons ici et qu'il y a eu reformation de la liaison double entre l'oxygène et le carbone, ce qui nécessite donc que le doublet non liant qui s'était rabattu sur l'oxygène eh bien, se rabatte ici pour redevenir liant avec l'atome de carbone. Et dans le même temps, ce doublet liant entre le carbone et l'oxygène doit se rabattre sur l'atome d'oxygène et devenir un doublet non liant. Et l'oxygène, se retrouvant avec un électron supplémentaire, avec ce doublet non liant, eh bien, est chargé négativement. Au cours de la troisième étape, nous remarquons que le passage de cet intermédiaire au paracétamol eh bien, résulte du seul départ de l'atome d'hydrogène qui est ici. L'atome d'hydrogène qui a été capté par l'ion éthanoate pour former l'acide éthanoïque. Cet hydrogène, nous le retrouvons bien ici. Il y a donc eu ouverture d'un doublet non liant vers cet atome d'hydrogène, et dans le même temps, ce doublet liant s'est rabattu sur l'atome d'azote et devenir le doublet non liant que nous retrouvons ici. On s'intéresse ici à l'aspect pratique d'une synthèse organique et nous allons voir que lors d'une synthèse, il faut effectuer un certain nombre de choix
sur la manière de mener le mode opératoire. Tout d'abord sur le choix du montage. En fonction de ce que l'on veut faire, on choisira soit un chauffage simple, soit un chauffage à reflux, c'est-à-dire un ballon surmonté d'un réfrigérant qui permettra d'éviter les pertes de matière, ou bien adapter une ampoule de coulée qui permettra d'introduire tout au long de la réaction un des réactifs, ou bien chauffer avec un montage de distillation, ce qui permet de distiller et recueillir au fur et à mesure un des produits. Le choix se fera également sur un catalyseur, sur l'utilisation d'un catalyseur, ce qui permettra d'accélérer la réaction. Il faut réfléchir également aux techniques d'extraction du produit que l'on a synthétisé. Si on a besoin d'extraire un liquide, un autre liquide, eh bien on pensera à utiliser une ampoule à décanter. Si on doit extraire un solide d'un liquide, on pensera à une filtration sous vide. Si on synthétise une espèce acide et que l'on souhaite obtenir la base conjuguée, eh bien on pensera à jouer sur le pH pour se déplacer sur le diagramme de prédominance et obtenir l'espèce voulue. Dans le cas où l'on synthétise un solide dissous dans un liquide à chaud, on pensera à réduire la température, sachant que la solubilité dans l'eau et dans un solvant général d'un composé diminue avec la température. Après la récupération du produit de synthèse, on peut passer à des étapes d'identification et d'analyse, comme par exemple la chromatographie, une technique qui repose sur le fait que deux espèces chimiques qui migrent à des vitesses identiques dans les mêmes conditions, eh bien, sont identiques. On peut procéder à l'identification par mesure du point de fusion, sachant que les températures de changement d'état sont des caractéristiques des espèces chimiques. Le Banquefleur ici permet de mesurer le point de fusion d'un produit obtenu à l'état solide. Sur ce banc, la température varie de manière régulière et en poussant les cristaux, on arrive dans la zone où ces cristaux commencent à fondre et une petite réglette permet de lire la température correspondante qui est la température de fusion du composé. On peut également procéder à des analyses par spectrométrie comme la spectro-infrarouge ou bien la RMN. Et enfin, pour caractériser la synthèse réalisée, on calcule en général le rendement de la synthèse, qui est un rapport et qui se calcule ainsi la quantité de matière obtenue expérimentalement du produit de synthèse divisé par la quantité de ce produit, quantité théorique que l'on obtiendrait dans l'hypothèse où la réaction est totale. Et rapport à multiplier par 100 si on en veut un pourcentage. Nous allons nous intéresser ici à un aspect très important des synthèses organiques, à savoir la sélectivité d'une synthèse. Prenons l'exemple de la synthèse d'un dipeptide obtenu à partir de deux acides aminés que sont la glycine et l'alanine. Au cours de cette réaction, nous remarquons que le groupe carboxyle de cet acide aminé réagit avec le groupe amino de l'alanine pour former un groupe amide qui constitue la liaison peptidique de ce dipeptide. Et il se forme également une molécule d'eau, les atomes de cette molécule d'eau venant du groupe OH, du groupe carboxyle qui a réagi, et l'hydrogène du groupe NH2 qui a réagi également. Il y a eu réaction entre ce groupe carboxyle et ce groupe NH2. Mais on remarque que la glycine et l'alanine possèdent également des groupes carboxyle et amino. Et donc, cette réaction qui s'est produite entre ce groupe carboxyle et ce groupe amino peut se produire également avec les autres groupes. Et nous allons voir le nombre de possibilités qu'il y a de réactions. Première possibilité,
c'est celle que nous avons vue juste au-dessus, à savoir que c'est le groupe carboxyle de la glycine qui réagit avec le groupe amino de l'alanine. On appellera ce dipeptide GLI-ALA. L'autre possibilité consiste à faire réagir ce groupe COH, cette fois-ci, avec le groupe NH2 de la glycine. Et nous obtenons alors ce dipeptide, et cette fois-ci, le groupe NH2 et le groupe COH qui avaient réagi précédemment, cette fois-ci, ces deux groupes ne sont pas affectés par la réaction, puisque ce sont ces deux groupes qui ont réagi entre eux. Il existe une troisième possibilité, effectivement. Dans le mélange réactionnel, deux molécules de glycine peuvent se rencontrer, et comme elles ont chacune un groupe amino et un groupe carboxyle, eh bien le groupe amino de l'une peut réagir avec le groupe carboxyle d'une autre molécule de glycine et conduire à un troisième dipeptide qu'on appellera GLI-GLI. Et de la même manière, deux molécules d'alanine pourront réagir entre elles, le groupe amino de l'une de ces molécules réagissant avec le groupe carboxyle d'une autre molécule d'alanine. On peut obtenir finalement 4 dipeptides. Il est donc nécessaire, lorsque l'on fait une synthèse, de se préoccuper de la sélectivité de cette synthèse. Voyons justement le principe de la synthèse sélective lors de la synthèse du dipeptide GLI-ALA. Dans une première étape, il va falloir protéger le groupe amino de la glycine, et ce, à l'aide d'un réactif chimio-sélectif, c'est-à-dire un réactif qui va réagir préférentiellement avec l'un ou l'autre des groupes caractéristiques de la molécule, et en l'occurrence ici, ce réactif va réagir avec le groupe NH2 pour le protéger, et laisser libre le groupe carboxyle pour la réaction correspondant à la synthèse du dipeptide. On procède de même dans une deuxième étape pour la protection du groupe carboxyle de l'alanine, de manière à protéger donc ce groupe carboxyle et de manière à laisser libre le groupe amino qui va réagir avec le groupe carboxyle de la glycine. La troisième étape est donc l'étape de la synthèse, c'est-à-dire celle au cours de laquelle la glycine où le groupe amino a été protégé va pouvoir réagir avec le groupe amino de l'alanine dont le groupe carboxyle a été protégé. Ces deux groupes étant protégés, la seule réaction possible ne peut se faire qu'entre le groupe carboxyle de la glycine et le groupe amino de l'alanine, et donc conduire au dipeptide GLI-ALA, mais dont deux groupes caractéristiques ont été modifiés pour les protéger. Et donc, une quatrième étape s'attachera à déprotéger ces groupes amino et carboxyle pour obtenir le dipeptide GLI-ALA souhaité. Et pour finir, nous allons dire deux mots sur la chimie qui tend à être de plus en plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement, en réalisant notamment des économies d'atomes, c'est-à-dire en réduisant, voire en supprimant complètement les déchets issus d'une synthèse, et ce notamment grâce à l'utilisation de catalyseurs. Un exemple pour illustrer ceci, la synthèse de l'ibuprofène par deux procédés, le procédé Boots qui synthétise l'ibuprofène à l'issue de 6 étapes. Et cet ibuprofène peut être synthétisé par un autre procédé qui se déroule en 3 étapes. Si l'on compare la proportion de produits par rapport à celle des déchets, eh bien, on voit que le procédé Boots c'est un procédé très polluant, alors que le procédé BHC produit beaucoup moins de déchets, et si l'on met en place une filière de valorisation des déchets qui est possible, eh bien le bilan de ce procédé BHC est positif. Et ce procédé BHC repose sur l'utilisation de catalyseurs qui permet à la fois de réduire le nombre des étapes, mais à la fois de réduire les déchets d'une synthèse.